Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité et aux mutations de notre société avec au sommaire de ce 18 septembre la mobilisation unitaire des syndicats français, un succès en demi-teinte, moins de 300 000 manifestants en région selon le ministère de l'Intérieur, plus d'1 million dans toute la France selon la CGT, c'est plus que le mouvement Bloquons tout, mais est-ce suffisant pour faire plier Sébastien Lecornu sur ses choix fiscaux et budgétaires? On en débat dans une minute. Et puis, dans la seconde partie de notre émission, c'est un gros plan sur un dictionnaire bien particulier que je vous propose, celui de Donald Trump. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. À Springfield, ils mangent des chiens. Les migrants qui viennent, ils mangent des chats. Ils mangent les animaux de compagnie des habitants. C'est ce qui se passe dans notre pays et c'est une honte. Complotiste, binaire, vulgaire, choquant, mais populaire, ce sont les mots du président américain, ceux qui lui ont permis de revenir au pouvoir, ceux qui transforment le bureau ovale en plateau télé, ceux qui obligent ses alliés comme ses ennemis à redéfinir leur politique étrangère. Plongez avec nous dans le Dico Trump, ce sera dans 3 quarts d'heure. Sur ce thème, mais aussi sur l'actu sociale en France, vous pouvez participer à l'émission en flashant ce QR code si vous voulez réagir après cette journée de manifestation dans tout le pays. N'hésitez pas. À Paris, Fabien Recker, j'y arrivais, Flora Sauvage se sont rendus dans les rues de la capitale où les syndicats affirment avoir mobilisé 400 000 personnes. La mobilisation s'annonçait très suivie. Et place de la Bastille à Paris cet après-midi, le cortège est fourni. Comme à Rennes, Lyon, Marseille ou Nantes, ils étaient nombreux à défiler dans toute la France. Les salariés se lèvent pour dire que cette nuit sans fin du macronisme, on n'en peut plus. C'est plus possible qu'en permanence on nous fasse les poches pour éponger les frasques des multinationales et des ultra-riches. Nous voulons de la justice, nous voulons que ce budget Bayrou, ce musée des horreurs soit enterré définitivement. Avec un mot d'ordre dans les cortèges, l'unité, à l'image de celle de l'ensemble des syndicats qui avaient appelé d'une seule voix à manifester, une première depuis la mobilisation contre la réforme des retraites. Quand la médiation ne fonctionne pas, eh ben, on passe à l'action et on descend dans la rue le plus unitairement possible. Il y a une intersyndicale, c'est historique. Nous, on pense qu'avec l'unité, on peut mettre plus de pression. Soit il y a une politique de rupture qui sera mise en place par Lecornu, soit il faut qu'on continue à mettre la pression jusqu'à ce qu'il y ait un réel changement. Pour les forces politiques de gauche, la balle est désormais dans le camp du Premier ministre. Le PS attend lui aussi un geste de rupture. Si le gouvernement ne l'entend pas, s'il entend considérer que la copie de Bayrou était juste à modifier aux marges, il s'expose évidemment à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc nous censurerons. Un nouveau coup de pression pour Sébastien Lecornu qui pourra difficilement ignorer les revendications de la rue alors qu'il doit présenter un nouveau budget dans moins de 3 semaines. Et on se demande si les syndicats ont réussi leur pari avec Valérie Lecable. Bonsoir, bienvenue, vous êtes éditorialiste politique au site lejournal.info. Maxime Kijou, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Vous êtes sociologue, politiste, chargé de recherche au CNRS, co-auteur avec Karel Lyon de ce livre Gilets bleus, les faux semblants de l'autonomie au travail à Decathlon. C'est aux éditions Raison d'agir. Bruno Cotrez, bonsoir Bruno, bonsoir. Chercheur CNRS au CEVIPOF, vous êtes enseignant à Sciences Po. Vous avez fait vos cours en télé, en visioconférence, oui, c'est ça aujourd'hui, voilà. Oui. Aussi ça le quotidien des profs de Sciences Po aujourd'hui. Et vous publiez avec Anne Muxel le vote sans issue, chroniques électorales 2024, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Et Tam Tranui, bonsoir Tam, bienvenue. Bonsoir Thomas. Heureux de vous retrouver sur ce plateau éditorialiste politique. Vous serez régulièrement avec moi pour animer nos débats, plutôt le jeudi, on va dire ça comme ça régulièrement. Et ce sera le rendez-vous du jeudi. Alors c'est compliqué de tirer un bilan d'une... Il est 18h04 là, quand on démarre ce débat, il y a des chiffres, on va en revenir dessus avec vous, Tam, mais moi j'ai dit succès en demi-teinte. Est-ce que vous reprenez cette expression, Valérie Lecable? Je suis pas sûre que ce soit le plus important en fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le rapport de force qui est en train de s'établir entre d'un côté le gouvernement Lecornu et de l'autre côté un ensemble qui est constitué des manifestants d'aujourd'hui, de cette intersyndicale qui est totalement unie et solidaire et qui est ensemble, et de la gauche sans LFI, c'est-à-dire le Parti socialiste, Place publique. Raphaël Glucksmann aussi était parmi les manifestants, ils étaient là.
Et c'est cet ensemble-là, et Raphaël Glucksmann l'a dit très bien, les gens qui sont là aujourd'hui sont à nos côtés pour nous aider à aller négocier auprès de Sébastien Lecornu. Et du côté du gouvernement, ils ont dit on n'a rien à voir avec Bloc-O-Tout il y a quelques jours qui était irresponsable et qui ressemblait à rien. Nous avons une vraie manifestation de populaire. Alors, il n'y a pas les 3,5 millions des retraites, mais ils étaient 3,5 millions à manifester et ils n'ont rien obtenu. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être le début d'un compromis, en réalité, avec un Bruno Retailleau qui n'a pas fait charger trop les CRS, qui les a contenus. Pourquoi ? Parce à l'instant T. Il espère rester à l'instant T. Il espère rester au gouvernement. Donc, il essaie de tenir un peu les troupes et de montrer qu'il y a un dialogue possible. Oui. Je vous donne la parole tout de suite, parce qu'on a regardé les chiffres. Alors, c'est compliqué, on n'a pas encore les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur dans toute la France. Donc, il y a la CGT qui dit plus d'1 million aujourd'hui dans toute la France. Effectivement, si on compare aux chiffres de la mobilisation retraite... En janvier 2023, à l'époque, FO et la CGT avaient dit qu'il y avait 2 millions de manifestants dans la rue. Et donc au plus fort, pour la première manifestation sur les retraites, il y en a eu 14 au total. Ouais. Et au mois de mars, c'est-à-dire le moment du pic de la mobilisation, ils avaient revendiqué 3,5 millions de personnes dans la rue. Donc effectivement. Que vous donnez tout à l'heure. Donc ce sont des chiffres. CGT, effectivement, je veux bien vous entendre sur la comparaison avec Bloc-O-Tout, parce que quels que soient les chiffres, c'est une mobilisation plus forte que Bloc-O-Tout. C'est logique d'une certaine façon parce qu'il y a le savoir-faire syndical derrière, ou c'est assez étonnant aussi ? Non, c'est assez logique. Effectivement, je pense que le mot d'ordre Bloc-O-Tout a pu effrayer un certain nombre de participants qui sont venus aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est la première des causes. L'intersyndicale, effectivement, mobilise très régulièrement, on l'a bien vu pendant le mouvement des retraites, de larges pans du salariat. On l'a entendu d'ailleurs dans votre reportage. Après, peut-être demi-teinte, je ne sais pas si on peut parler de demi-teinte, parce que le mot d'ordre était très précis pendant le mouvement des retraites. C'était l'abrogation de la loi sur les retraites. Aujourd'hui, c'est un mot d'ordre beaucoup plus vague contre l'austérité qui peut apparaître encore comme une queue de comète, en fait, du 10 septembre, et donc peut-être encore un peu effrayer certains qui voudraient participer. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Valérie Lecable, et donc je vais en profiter pour vous poser ma première question à Bruno Cotresse sur le fait que le chiffre soit pas si important. C'est quand même aussi ce que regarde le Premier ministre aujourd'hui. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais s'il y a 3 millions de personnes, selon la CGT, le premier jour de mobilisation, c'est pas la même chose que 1 million. Bien sûr, évidemment, mais il y a la dimension quantitative, mais aussi il y a la dimension symbolique, qualitative, je dirais. C'est-à-dire qu'effectivement, ce type de manifestation permet aussi de prendre date, d'établir un peu un rapport de force, de faire passer des mots d'ordre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots-clés, de mots d'ordre dans différents domaines. Ça va de choses très politiques contre Macron à des revendications plus sectorielles, plus spécifiques. Je ne sais pas si ça se trouve, il y avait aussi les pharmaciens qui étaient dans la rue, dans les officines. On n'a pas parlé là, mais c'est vrai qu'il y a fermé aujourd'hui. Mais ça installe un décor au moment où Sébastien Lecornu doit prendre ses marques par rapport à l'opinion, lui qui est assez peu connu dans l'opinion, il doit prendre ses marques par rapport à l'opinion, il doit établir le point d'équilibre dans le rapport de négociation avec le Parti socialiste. Et donc effectivement, pour lui, même si ce n'est pas une énorme mobilisation comparable à celle précise sur la réforme des retraites, ça le met quand même un petit peu en difficulté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne passer par pertes et profits, tout ceci, il est obligé d'en tenir compte. Évidemment, il regarde ça de très près. Donc ça affaiblit un tout petit peu la capacité de tenir tête aux socialistes. Il ne fait dire ça par l'un de ses proches, le Premier ministre regarde de très près. Heureusement qu'il regarde de très près ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait aussi, ce qu'il avait anticipé lorsqu'il a reçu les syndicats dès vendredi dernier. Juste après le socle commun, il a voulu recevoir les partenaires sociaux et seulement après le reste des forces politiques. C'est dire qu'il anticipait quand même le contexte du 18 septembre et qu'il se disait que c'était à eux qu'il fallait accorder quand même une place importante. Alors on écoute l'une des représentantes syndicales, Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, qui évidemment s'adresse au Premier ministre.
Aujourd'hui, on lance un avertissement très clair au gouvernement et à Sébastien Lecornu, qui est Premier ministre et qui nous dit être ouvert à la discussion. Je pense qu'on a posé des lignes claires sur le fait qu'on était tous contre la réforme de l'assurance chômage, par exemple, qu'on voulait un budget de justice sociale, fiscale et écologique. Donc, c'est important aujourd'hui que le message qu'envoie le monde du travail aux responsables politiques et aux employeurs qui ne doivent pas se dédouaner de leurs responsabilités, qu'aujourd'hui, il y a un budget qui doit être construit et qui ne peut pas se faire sur le seul dos des travailleurs et des travailleuses. Maxime Kijou, pour que ça continue, pour que cette mobilisation, vous dites le début d'un rapport de force, puisse continuer, est-ce qu'il faut un message plus clair, moins diffus ? Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir porter une liste de revendications, puisque, en fait, à l'heure actuelle, beaucoup de gens se sont mis en grève. Pas beaucoup de gens, on peut en discuter, mais en tout cas, un certain nombre de personnes se sont mis en grève pour profiter finalement de cette mobilisation comme un catalyseur. Puisque quand on regarde les revendications, ce sont souvent en fait des revendications locales qui sont avancées. Donc effectivement, à un moment donné, il va falloir se mettre autour d'une table et affirmer toute une série de revendications. Et là, ça va être peut-être un des enjeux de l'intersyndicale, savoir sur quoi on va pouvoir se mettre d'accord. Oui, pour rester unis, parce que la force de l'intersyndicale, c'était vrai pendant les retraites, c'est vrai encore aujourd'hui, c'est le fait d'avancer groupé. On a consacré un débat à la puissance syndicale française aujourd'hui. Est-ce que les syndicats français sont plus ou moins puissants ? Et on s'est intéressé à la relation Macron-syndicat, évidemment, et Emmanuel Macron-syndicat. Valérie Lecable, l'un des défis de Sébastien Lecornu, c'est de renouer peut-être avec la CFDT, si j'essaye d'être un peu plus précis dans ma question. Vous avez tout à fait raison, Marie-Lise Léon joue un rôle absolument clé. Tout a commencé à se détériorer extrêmement sérieusement entre François Bayrou et la gauche d'une façon générale, parce qu'il n'y a pas de différence entre la CFDT, le Parti socialiste et les autres, et Place Publique, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un bloc. Alors, je ne dirais pas ça de la CGT, mais la CFDT et le Parti socialiste ne sont pas indissociables. Donc, ce qui s'est passé de très grave sous François Bayrou, c'est le jour où il y a eu l'échec du conclave des retraites. Le jour où Patrick Bartin a dit non à introduire la pénibilité, président du MEDEF. Elle avait, fait un effort de son côté en disant « Ok, on ne remet pas en cause les 64 ans, on continue à avancer, mais on veut en échange des mesures pour les femmes et sur la pénibilité. » Cette porte a été fermée par le MEDEF de façon extrêmement dure et avec des conséquences considérables. Vous dites que c'est le MEDEF qui a provoqué d'une certaine façon, avec un effet retard, la chute de François Bayrou, si je vous comprends bien. Tout à fait, et François Bayrou aussi, qui n'a pas pris sa responsabilité à ce moment-là de dire, peu importe ce que dit le MEDEF, on va introduire quand même la pénibilité. Oui. Il aurait pu, lui, en tant que chef de gouvernement, le faire. Il a préféré écouter le MEDEF. Oui. Et c'est là que la rupture est intervenue et que Marie-Lise Léon a pris le parti de rejoindre cette intersyndicale dans la protestation qui n'était pas sa condition première. Et ce qu'elle dit là est très important. Elle dit « Nous ne voulons pas de la réforme sur l'assurance chômage ». On entend dire que peut-être que Catherine Vautrin ne serait pas éternelle aux affaires sociales. C'est elle qui avait beaucoup poussé cette réforme. Donc, ce qu'on sent en arrière-plan, c'est que cette manifestation est la représentation publique de ce qui est en train de se passer dans les coulisses et des revendications qui sont... Ce n'est pas la colère pour moi, ce n'est pas la colère de 2023. Ils savent qu'ils n'auront pas la retraite à 60 ans ou à 62 ans, peu importe. Ce qu'ils sont en train de chercher, je pense, c'est un terrain d'entente possible entre le nouveau gouvernement. Ils veulent des signes forts, ils veulent des victoires politiques. Cette renonciation à la réforme de l'assurance chômage en est clairement une. Je pense qu'elle est déjà acquise, en fait. Et ils vont annoncer plus. C'est la négociation dans la rue qui est en train de se passer, selon moi. Ah oui, intéressant. Pas tout à fait pareil. Vous voyez ce QR code. N'hésitez pas à participer. On attend vos questions sur cette journée de mobilisation, évidemment. Est-ce que vous y avez participé? Est-ce qu'elle vous a gêné? Au contraire, est-ce que vous l'avez trouvée mobilisatrice? Voilà, n'hésitez pas à participer, à nous raconter même ce que vous avez vécu aujourd'hui. Je reviens sur le lien PS-CFDT. Est-ce que vous êtes aussi affirmatif, Bruno Cotterêts? Est-ce qu'il y a dans l'histoire politique française, c'est vrai que peut-être encore plus il y a une vingtaine d'années, sans aucun doute, où c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de,
on va dire, de convergence de vues, d'une gauche social-démocrate qui recherche une voie de passage quelque part et qui pense qu'on peut réformer de l'intérieur. Ça, c'est très clair. Et le Parti socialiste étant lui-même traversé d'interrogations, de divisions là-dessus. J'en veux pour preuve ses hésitations sur sa stratégie d'alliance. Les socialistes en ce moment, sauf certains, l'ancien président Hollande qui dit plus jamais d'alliance avec les insoumis, ni au niveau local, ni au niveau des élections législatives. Je pense qu'au niveau des militants, au niveau des organes de direction du Parti socialiste, je ne suis pas sûr qu'on soit aussi tranché, parce qu'ils savent qu'il y a une grande demande d'unité de la gauche au niveau de la base des électeurs. Je rappelle toujours l'épisode de la primaire populaire de 2022, Christiane Taubira avec une forte aspiration à l'unité, pas à n'importe quel prix, mais une forte aspiration à l'unité. Et donc c'est vrai que les liens entre CFDT et Parti socialiste, ils sont sans doute à l'image de l'ensemble des liens entre les organisations politiques et les syndicats qui ont été beaucoup plus étroits il y a plusieurs décennies et qui se sont relâchés aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui prédire que tout militant de la CFDT est un militant potentiel. Ça fait réagir Valérie Lecable. Je vous redonne la parole et je viens vers vous juste après. Juste une information sans commentaire. À Blois, quand le Parti socialiste a présenté son budget, son contre-projet de budget à François Bayrou, initialement, il n'avait pas mis dedans la suspension de la réforme des retraites. Ce n'était pas du tout prévu, c'était vraiment le budget. Et ils l'ont mis à l'instant où ils ont appris que la CFDT, qui avait rejoint l'intersyndicale, avait adoubé la suspension de la réforme des retraites. Donc c'est-à-dire ce mouvement d'aujourd'hui, il met aussi la pression sur le PS, quoi. Exactement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que leurs revendications ne sont pas jusqu'au boutiste. Ce n'est pas l'abrogation, c'est la suspension. C'est pas la même chose. Ils disent on suspend le temps qu'il faut pour se mettre d'accord et pour recommencer les négociations. Et on n'est pas dans la... C'est pas la révolution, voilà. Maxime Kijou, je voudrais revenir, parce que là, on essaye de se projeter un peu sur ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a aussi une forme de risque pour l'intersyndicale, parce qu'eux aussi vont être jugés sur leur capacité à faire bouger les lignes. Valérie Lecable disait tout à l'heure, malgré la forte mobilisation pendant des mois, 14 manifestations contre la réforme des retraites, elle a quand même été votée, cette réforme. Est-ce qu'ils vont être aussi... Alors, les Français leur en font pas porter la responsabilité du fait qu'elle ait été votée, mais est-ce qu'ils vont être jugés sur pièce, en quelque sorte, sur leur capacité à faire bouger les lignes ? Alors, je ne sais pas s'ils seront jugés sur pièce. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que, en tout cas, selon moi, il y a une continuité très forte, en fait, depuis 2023. En fait, ce à quoi on assiste maintenant, pour moi, était exactement, en fait, le combat qui a continué après le juin 2023. Alors, ça s'est exprimé par le conclave pour la CFDT, qui a essayé de jouer sa partition autour de ses propres méthodes, qui est le dialogue social, la négociation, etc. Et si on écoute Sophie Binet, depuis la fin du mouvement des retraites, elle a, en permanence, asséné et la volonté d'abroger la loi des retraites. Je suis d'accord avec vous, mais François Bayrou, il a quand même sérieusement remis, pardon d'être un peu trivial, un jeton dans la machine, quoi. Il n'aurait pas ouvert le conclave. Est-ce qu'il y aurait une mobilisation telle contre pour un retour aux 62 ans? J'ai l'impression, finalement, depuis l'arrivée de Macron, mais même avant, peut-être avant, hein, on peut se souvenir des propos de Nicolas Sarkozy qui ironisait sur les grèves en France, etc. On a l'impression qu'en fait, les corps intermédiaires sont un peu des pantins pour les politiques, qu'on peut en fait un peu mobiliser à son gré et surtout pour valider en fait ces politiques. Chose que... qui est de plus en plus difficile à cacher finalement, puisque beaucoup de syndicats jouent le jeu de la négociation pour un résultat qui est nul en fait et qui peut les discréditer à terme. Alors je reviens vers vous, mais justement on se pose la question de ces corps intermédiaires snobés par le président de la République depuis son arrivée au pouvoir. On peut se dire, Tam, qu'ils ont quand même affiché cette unité. Il y a, si on essaye d'évaluer le rapport de force, il y a une démonstration d'unité. Oui, et cela 2 ans après la contestation de la réforme des retraites. Et on se pose la question de savoir, est-ce que c'est le match retour? On se rappelle, 2023, on en a parlé, 14 manifestations monstres. Pendant plusieurs mois, la barre du million est franchie régulièrement pour protester contre donc le report de l'âge légal à 64 ans. Et au final, on l'a dit, une amère défaite. La rue ne fait pas ployer le gouvernement. La réforme est adoptée par 49-3, qu'importe les recours, le référendum d'initiative partagée, les résolutions adoptées à l'Assemblée nationale pour abroger
abroger cette réforme et on a vu le mouvement se tasser. La CFDT qui accepte de participer jusqu'au bout au conclave sur les retraites. Tout ça qui s'est terminé, on se le rappelle, en eau de boudin, comme vous le savez. Mais voilà, l'intersyndicale n'a donc pas dit son dernier mot. La vengeance est un plat qui se mange froid. Les syndicats divisés, les syndicats désespérés, les syndicats ressuscités, ressoudés en ce 18 septembre. Alors, est-ce le moment pour eux de prendre une forme de revanche? Oui, ces syndicats qu'on avait cru à un moment dépasser. Hein. Rappelez-vous l'époque du mouvement des Gilets jaunes qui ont vu cet été le mouvement Bloquons tout envahir la toile et qui ont craint de se faire piquer la place. Eh bien, les voilà en première ligne après un 10 septembre qui est finalement apparu comme un galop d'essai. Ils espèrent transformer la colère citoyenne en vraie mobilisation sociale. Alors, à quelles conditions on va pouvoir dire qu'ils ont réussi? Je pense quand même si la démonstration de force est à la hauteur. Alors on a commencé en parlant des chiffres. 1 million selon la CGT, c'est mieux que la semaine dernière. C'est 2 fois moins bien que lors de la première manif des retraites. Mais aussi et surtout, il faut qu'il y ait des résultats. Il faut qu'il y ait une suite. Les syndicats reçus dès vendredi dernier et en ces débuts de semaine à Matignon doivent démontrer leur efficacité. Pour ça, il faut obtenir de vrais changements sur le budget, sur les retraites, la justice fiscale, pour les services publics ou encore l'assurance chômage. Oui, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même eu de nombreux mots d'ordre dans ces manifestations. Et c'est selon moi l'un des points faibles. Il n'y a pas une réforme visée, mais une nébuleuse de revendications. Et puis quand même, une partie de ce qui cristallisait la colère s'est envolée. Le musée des horreurs de François Bayrou, comme le dit Sophie Binet, exit l'homme qui voulait 44 milliards. Le budget peut être largement amendé. Sauf que le vrai ennemi à abattre, c'est le macronisme, disent les manifestants. Or, Sébastien Lecornu en est un pur produit, déjà coincé entre les revendications syndicales et les menaces du patronat. Il a commencé un CDD pas facile. On comprend que beaucoup lui prédisent de ne pas passer la période d'essai. Merci beaucoup. Tam, question d'Alban qui nous écrit depuis Clamart. Je vais vous la poser, Maxime Kijou. Les syndicats parviennent-ils à réellement unir leurs forces ou cette mobilisation masque-t-elle des divergences? Là, le constat est clair. Je pense qu'ils ont réussi leur mobilisation et leur démonstration d'unité et de force, en fait. Donc, à ce stade, on peut dire que c'est un succès pour eux. Oui. Après, vont venir les complications, puisqu'en fait, depuis un certain temps, c'est pas depuis ces derniers mois, mais il y a des divergences extrêmement fortes sur la réforme des retraites entre la CFDT et la CGT, sans parler des autres organisations syndicales, parce qu'on parle beaucoup de la CGT et la CFDT, mais il y a quand même 8 organisations syndicales qui participent à cette intersyndicale. Donc, les choses vont se compliquer dans un contexte assez fluide, assez mouvant, avec aussi le rapport à l'égard du gouvernement. Qu'est-ce que va proposer le gouvernement? On est vraiment dans une période qui est quand même assez compliquée d'évaluer sur la suite des événements. Et est-ce que, parce qu'on a connu ça dans l'histoire, est-ce que dans la stratégie gouvernementale, il peut y avoir une faille dans laquelle s'engouffrer pour casser justement cette unité syndicale ou pas? Alors ça s'est déjà produit. Bien sûr. Donc effectivement, et ça s'est souvent produit. Alors moi je ne veux pas porter de jugement de valeur sur aucune organisation syndicale, mais certaines, dont la CFDT, ont été accusées par le passé d'avoir un peu trahi le mouvement en allant négocier finalement. Mais c'est leur partition. C'est 2003 réforme des retraites notamment. Sous Juppé, voilà, déjà à l'époque de Nicole Notat par exemple. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on a connu, qui risque à un moment donné sans doute de poser question, puisqu'on ne sont pas sur les mêmes lignes, ils ne sont pas sur les mêmes stratégies ni sur les mêmes méthodes. Oui. Alors si on continue de se projeter avec, effectivement, vous parliez vous avez repris l'expression de Sophie Binet, le musée des horreurs, qui elle qualifie comme tel le projet de budget de François Bayrou. Sauf que François Bayrou, il n'est plus là. Bruno Cotrez. Est-ce que ça prive quand même l'intersyndicale d'un carburant pour faire durer ce mouvement? Je ne crois pas, parce qu'au fond, Bayrou n'est plus là, mais justement, le message, et c'est aussi le même message du côté des socialistes, c'est de dire on ne va pas nous faire croire que parce que Bayrou n'est plus là, les variables sur lesquelles Bayrou voulait agir ne sont plus là. Et donc, hier, Olivier Faure disait on veut, nous, la fin du plan Bayrou. C'est-à-dire, il montre très clairement que pour lui, pour le moment, dans ce rapport de force et de négociation, il ne se contentera pas simplement d'une mesure de justice fiscale sur les plus hauts revenus, mais il considère qu'il y a un plan d'ensemble qu'il faut que Sébastien Lecornu remette tout à zéro. Donc effectivement, pour le moment, François Bayrou n'est plus là. Je dirais qu'il y a quand même toujours l'ombre de François Bayrou qui pèse, qui est là, parce qu'il a poussé le curseur tellement loin sur l'idée de nous dire que, si on ne faisait pas ces économies,
c'était la fin de la France, en gros, si je résume, à l'essentiel. On ferme les boutiques du pays, qu'il est difficile en même temps à Sébastien Lecornu, quelques semaines à peine après, de dire c'était exagéré et on peut faire avec beaucoup moins d'économies pour aller du côté des socialistes. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. L'ombre du message de François Bayrou est quand même toujours là. La population dans l'opinion est quand même à la fois, elle a rejeté massivement les mesures proposées par François Bayrou, mais en même temps elle est très marquée par l'idée de ces déficits, comment est-ce qu'on peut les combler. Donc c'est pas facile pour François Bayrou de desserrer. Oui, mais la mesure la plus urticante, et encore le mot est faible, c'est évidemment les 2 jours de congés payés supprimés. Bon, on sait déjà que Sébastien Lecornu l'a retiré. Je reprends mon expression d'un carburant pour faire durer un mouvement social. Non, mais il faut dire, la situation est très différente de celle des retraites, parce que dans les retraites, on avait encore, c'était avant la dissolution. On avait encore un président très jupitérien qui était vraiment très campé sur ses positions et on avait une rue très en colère. Depuis, il y a eu la dissolution, on en est au 3e Premier ministre. Il y a un budget à faire adopter extrêmement rapidement, il y a extrêmement peu de temps. Et pour moi, le juge de paix, ça va être le budget. Parce que si ce budget n'est pas adopté, on va à la dissolution, voire à la démission d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui change tout aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez-nous, écoutez nos revendications. Cessez d'être sourds à ce qu'on est en train de vous dire. Et le sondage qui est sorti hier matin sur 86% des Français, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu ou du centre, qui sont d'accord pour dire que ce budget n'est pas juste et qu'il faut mettre plus de justice dedans et taxer les plus riches. Le 86%, c'est sur la taxe sur les plus riches. C'est sur la taxe sur les plus riches. Qu'il faut que le sondage commandé par le PS, ça ne veut pas dire qu'il est juste, mais il faut le rappeler. Attendez, il est fait par Frédéric Dabi, Non, mais je ne mets pas en cause la qualité du sondage. Je pense qu'il faut dire qu'il a été commandé par le PS. Mais un sondage est toujours commandé par quelqu'un, de toute façon. Donc, je suis sûre qu'il a mis toute l'honnêteté qu'on lui connaît. J'en doute pas. Dans ce sondage, et ce qui est extrêmement intéressant, et il le dit avec force, c'est que c'est vrai de LR, c'est vrai, c'est pas que la gauche qui dit ça. Bon. Donc, nous sommes là, au pied du mur, avec ces gens dans la rue qui nous disent on veut plus de justice, trouvez-nous plus de justice. C'est ça qu'ils disent les gens. Et on ne peut pas comparer avec 2023, c'est autre chose. On va y revenir là-dessus, on va s'intéresser aux inégalités, l'accroissement des inégalités dans notre pays dans un instant. Mais alors je vous donne un chiffre, qui est le chiffre des autorités, les chiffres officiels, ministère de l'Intérieur, mobilisation sociale en France, sur nos confrères de l'agence France-Presse qui nous donne cette information. Plus de 500 000 manifestants en France, dont 55 000 à Paris. Bon, la CGT disait plus d'1 million. Rapport de 1 à 2. On a vu pire dans les décalages. Par exemple, je regardais les chiffres à Marseille aujourd'hui. Les autorités disaient autour de 12 000 et la CGT disait 100 000. Donc là, c'était plutôt un rapport de 1 à 10. Je vais vous poser une question toute bête, mais je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs, téléspectatrices. Pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord, quoi ? Parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, aussi simplement que ça. Je pense qu'il y a des méthodes de comptage. Alors je pense qu'on pourra sans doute le préciser mieux que moi. Je vais poser aussi la question à Bruno. Mais parce qu'effectivement, il faut montrer qu'on est en force dans la rue, tout simplement. Et je pense que c'est aussi bête que ça. Et ça donne des arguments sur les plateaux, ça donne l'impression que les syndicats sont puissants. Mais ça n'empêche pas que les syndicats sont quand même puissants. C'est-à-dire que c'est un argument supplémentaire, en fait, dans un ensemble, en fait, d'arguments avancés. Ouais, je me souviens d'une période, c'était sans doute pendant la réforme des retraites, ou même avant, il y avait un cabinet qui s'appelle Occurrence, Bruno Cotresse, plusieurs médias qui s'étaient mobilisés pour payer ce cabinet, pour essayer d'avoir des comptages. Oui, bien sûr, c'est quand même un enjeu important. En même temps, je dirais que ça fait aussi partie un peu de notre tradition du débat politique. Tout le monde sait que ces chiffres sont approximatifs. Tout le monde sait qu'on va... Ça m'énerve, cette tradition. Il y en a plein que j'adore, mais celle-là, elle m'énerve. Celle-là, parce que c'est vrai que c'est un enjeu, c'est une bataille de communication, c'est une bataille politique, c'est une bataille de communication. Et après, il y a les gens qui sont dans la rue, mais il y a d'autres dimensions. Il y a la bataille de l'opinion. C'est peut-être la plus importante encore. La bataille de l'opinion, c'est qu'est-ce que ça va faire dans les heures qui arrivent, dans les discussions entre les gens, dans la formation d'un public un peu plus large que celui qui a manifesté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans l'opinion publique
éventuellement quelque chose qui pourra ressembler à un moment donné à une forme de prise de conscience ou de cristallisation. D'un seul coup, l'opinion dit majoritairement le cornu, il faut vraiment maintenant faire ça. Donc voilà, c'est les conséquences sur les acteurs politiques et les conséquences dans l'opinion qui sont souvent peut-être aussi importantes que le nombre de personnes. C'est pour ça que je trouvais important. Et puis après, c'est les mots que nous, journalistes, on va choisir. Moi, j'ai choisi succès en demi-teinte. On verra ce que seront les titres de nos confrères. Et ces choix éditoriaux, ils sont liés évidemment aux résultats, aux chiffres qu'on essaye de nous donner. Allez-y, je redonne la parole à Tam. Sur ce point-là, on se focalise beaucoup sur les chiffres des syndicats. C'est très journalistique de faire ça. On peut aussi s'intéresser aux chiffres de la préfecture. Oui. On peut tout à fait aussi s'interroger sur la méthodologie de la préfecture. Est-ce qu'ils sont bons ou pas? Sur la dimension de la même façon, c'est de la communication. Effectivement, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'Occurrence puisse nous refaire des comptages à peu près neutres et fiables. Tam, vous vouliez prendre la parole. C'est peut-être un biais un peu médiatique. On a eu beaucoup tendance à dire que la France aujourd'hui était de droite. Quand on voit les discussions qu'on entend aujourd'hui, par exemple ce sondage sur les 86% qui veulent taxer les plus riches, est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un moment plutôt où on revoit cette image de gauche, entre guillemets, ou est-ce que c'est un peu artificiel finalement tout ça? Parce que moi je vois bien qu'ici les centristes aussi, ils voulaient bien taxer un peu plus les plus riches et qui trouvaient que le message... ça rejoint une question de Jean, pardon Valérie, mais qui nous écrit de Nantes. Le Parti Socialiste, vous ne l'aviez pas la question, je suis sûr les avoir, mais bravo. Le Parti Socialiste en déclin depuis plusieurs années a-t-il repris un rôle de leader dans l'élite sociale, notamment par le biais de ses mobilisations? En tout cas, il a réussi à imposer un certain nombre de thèmes. Alors, si vous voulez, dans l'exercice de pédagogie qui a été fait par François Bayrou pendant des semaines, on peut quand même retenir quelque chose qui est extrêmement important. 6%, les 500 plus grandes fortunes françaises détenaient 6% du PIB de la France il y a 30 ans, et aujourd'hui ce chiffre est passé à 40%. Le nombre de pauvres en France a dépassé les 10 millions de personnes. Alors je vais vous arrêter parce que c'est l'objet de la chronique dans 20 secondes. Je vous arrête tout de suite, mais simplement ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, mais ce qui me semble clair, c'est que les patrons n'ont pas gagné la bataille de l'opinion. Ce qu'il me semble clair, c'est que parmi eux, il y a des voix dissonantes qui demandent plus de justice. D'accord ? On y vient dans un instant. Terminez juste la phrase. Et du coup, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a une bascule qui est en train de se faire et que c'est vrai que le Parti socialiste s'est d'une certaine façon remis au centre du jeu avec deux actions. La première, j'ai une petite divergence avec Bruno Cotresse, mais c'est pas d'aujourd'hui. Sans LFI, pour moi, c'est clair, net, précis et dit. Et il suffisait d'être dans les allées de Blois pour s'en convaincre. Ils se sont envoyés des noms d'oiseaux tout le temps. Ça ne veut pas dire que si demain, il y a des élections, ils auront un accord de non-agression. Blois, on rappelle. Oui, c'était les universités du Parti socialiste à Blois, où ils se retrouvent tout. Donc le rendez-vous de rentrée. Ils ne se supportent plus entre LFI et le Parti socialiste. Le Parti socialiste a décidé... Bon, vous dites que c'est tranché. De redevenir le parti de... Et Bruno Cotresse nous dit, à la base, c'est moins clair. Voilà, parce qu'on voit les enquêtes sont produites auprès des sympathisants, tout ça. On voit quand même qu'entre les différents électorats potentiels de la gauche, sur un certain nombre de sujets, il y a quand même beaucoup de ciments communs. Beaucoup. Il y a pas, les états-majors, d'accord, ne peuvent plus se supporter, c'est clair, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de la gauche. Mais au niveau c'était le cas pendant les élections européennes, des valeurs avec la dissolution. Au niveau des choix économiques et des valeurs, l'idée d'une société avec davantage de redistribution, qui taxe davantage les riches, là, il y a quand même beaucoup de Ils ont énormément de désaccords. Beaucoup de rapprochements. Pourquoi j'ai ouvert ce chapitre? Allez, je reprends la main parce que Valérie, s'il vous plaît. Mais on est d'accord, mais bon, il y a un gros chapitre dans notre débat qui est passionnant. Je suis sûr que vous l'attendez. C'est sur effectivement cet accroissement des inégalités. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. C'est ce que plus de justice sociale, plus de justice fiscale, c'est évidemment un mot d'ordre qu'on a entendu dans la bouche des manifestants, mais aussi des politiques qui participaient à cette manifestation. Par exemple, à Paris, Marine Tondelier. C'est quand même un grand rendez-vous. Le fait que tous les syndicats soient réunis en intersyndicale veut dire beaucoup. Le fait que tous les partis politiques progressistes aient appelé à cette manifestation également. Et donc oui, c'est un grand jour. Et le succès de cette manifestation n'est pas juste un succès de nous en termes de mobilisation. Ce que ça veut dire, c'est que les Français ont décidé de relever la tête et de se battre pour leur dignité. Pour une raison bien simple, c'est que le pacte social est au bord de la crise de nerfs, mais pour des raisons évidentes qui ne sont plus contestables. Cette année,
on a franchi le niveau record de 9,8 millions de personnes pauvres dans ce pays. Et on parle donc, comme promis, avec Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, de ces inégalités, la lutte contre les inégalités qui font partie des revendications des militants, on l'a dit, des manifestants et des politiques. Alors on va reprendre les chiffres tout simplement, ça donne quoi ? Eh bien, les derniers chiffres publiés par l'INSEE sont très parlants. Il y a actuellement en France le plus grand écart de niveau de vie depuis 30 ans entre les personnes riches et les personnes modestes. En moyenne, sur 2023, 20% des plus pauvres ont gagné 1 051 € par mois, alors que 20% des plus riches ont gagné plus de 4 fois plus, 4 752 € par mois. Et cet écart, il s'est creusé ces dernières années. Entre 2019 et 2023, le revenu des 20% les plus modestes a augmenté chaque année de 205 €, alors que le revenu des 20% les plus riches a plus fortement augmenté, plus 3 220 € par an. Avec des inégalités qui s'observent aussi quand on regarde le patrimoine. Effectivement, 92% du patrimoine des Français est détenu par 50% de la population française. Cela veut dire que l'autre moitié des Français se partagent seulement 8% du patrimoine dans notre pays. Et là encore, l'écart, il s'est creusé ces 20 dernières années. Le patrimoine du premier tiers des Français les plus riches a doublé quand celui du tiers des Français les plus modestes a, lui, stagné. Et puis on peut aussi parler de l'inégalité, des inégalités devant l'impôt dans notre pays. Alors ça, c'est une question. Y a-t-il une inégalité devant l'impôt en France? Alors, a priori, non, puisqu'il y a une progressivité de l'impôt, notamment de l'impôt sur le revenu en France, en fonction de la richesse des Français. C'est pourquoi environ la moitié de la population française ne paie pas l'impôt sur le revenu. Mais chez les ultra-riches, à cause des mécanismes d'optimisation fiscale, eh bien, plus on est riche, moins on paie d'impôts. Selon une étude récente de l'Institut des politiques publiques, le taux d'imposition globale en France chez les 0,1% les plus riches est de 46%, mais chez les milliardaires, c'est-à-dire les 0,0002% les plus riches, ce taux d'imposition baisse à 27%. Ça veut donc dire qu'au-delà d'un certain niveau de richesse en France, il y a quand même une inégalité devant l'impôt. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Bon, on va quand même refaire le coup d'il y a 2 saisons. Voilà, c'est les clones. On s'est habillés pareil aujourd'hui. La dernière fois on était en gris. La dernière fois on était en gris et bleu. On s'était dit on s'appelle le matin. On a oublié de le faire. Allez, je redeviens sérieux. Mais il faut bien qu'on rie aussi un peu de temps en temps parce que l'actu elle est suffisamment lourde. On va revenir sur notre thème et sur l'équation du Premier ministre. Sébastien Lecornu peut-il ne pas faire payer les ultra-riches? Pas forcément avec la taxe Zuckman, Bruno Cotresse, mais avec une formule à trouver. Il est obligé de faire. Il est obligé. Il est absolument obligé. Il n'a pas le choix. Voilà, s'il ne fait pas ça, je pense qu'il signe lui-même la fin de son mandat. Il est obligé. Il ne peut pas ne pas faire ça. D'autant que la journée d'aujourd'hui, quel que soit le chiffrage qu'on aura à la fin de la journée, reste quand même quelque chose qui est important, voilà, sur le thème de la justice fiscale et de la justice sociale. Il ne peut pas faire ça aussi parce que lui-même nous a parlé d'une rupture. Oui. Alors moi, quand j'ai entendu, j'ai eu un doute. Parce qu'il a dit ça au moment de la passation de pouvoir, en se retournant vers François Bayrou, est-ce qu'il voulait lui signifier une rupture par rapport au style Bayrou, voilà, ou une rupture sur les politiques publiques Bayrou. C'est pas la même chose. Et donc voilà, mais il a activé cette idée de rupture. Donc évidemment, s'il ne fait aucun geste dans ce domaine-là, ben, ça fera pétard mouillé, son histoire de rupture. Et là, ça risque de très très mal se passer pour lui dans la négociation avec les socialistes. C'est ce qui est en train de se discuter, parce qu'on peut avoir le sentiment, hier, on racontait la journée de discussion à Matignon, ce défilé des oppositions, avec cette impression que le Premier ministre prend des notes et ne dit pas grand-chose. Mais c'est là-dessus que c'est en train de clairement discuter. Est-ce qu'on en est déjà au détail des propositions ou pas? Ils sont en train d'essayer de trouver la possibilité de taxer les plus riches sans faire hurler la droite. Parce que s'ils gagnent la gauche et qu'ils perdent la droite, ça ne marche pas non plus. Donc il faut qu'ils arrivent à garder tout le monde avec eux. Donc
Pourquoi pas? Alors déjà, ce mot de taxe Zucman qui a été mise comme un chiffon rouge, mais depuis que le cofondateur a expliqué sur France 2 qu'il était pour la justice fiscale, l'idée fait son chemin. C'est-à-dire ça fait partie des patrons. Il n'a que 33 ans. Hein. Il possède déjà 1,2 milliard d'euros en valorisation boursière. Là, vous parlez d'Arthur Mensch, le cofondateur de Mistral. Exactement, le cofondateur de Mistral. Mistral, c'est l'exemple qui est agité par tous les économistes, les patrons, etc., comme le chiffon rouge. Imaginez. En disant, s'il y a la taxe Zucman, on perd une entreprise comme Mistral AI, grosso modo, avec le risque qu'elle soit rachetée par des fonds de pension américains ou des géants chinois. Alors que c'est le champion de l'intelligence artificielle française, il faudrait qu'il paye 225 millions d'euros d'impôts chaque année, alors qu'ils gagnent zéro. Ils ont 300 millions de revenus et ils gagnent zéro, mais ils ont une valorisation de 11,2 milliards. Donc c'est un peu technique. Non, mais lui, il dit clairement, je ne pourrais pas la payer, cette taxe, mais en revanche, taxez-moi. Exactement. Avec un autre système. Il dit trouver des solutions plus intelligentes que juste cette fameuse taxe. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'ouvrent. Il y a le fait que ce ne soit pas 2%, que ce soit un chiffre beaucoup plus symbolique, un 0,5 par exemple, qu'avait cité François Hollande, mais pourquoi pas, on peut chercher d'autres chiffres. Il faut rappeler que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, il y a 60 milliards d'euros d'impôts de moins chaque année. D'accord ? Le système d'imposition, il a abaissé les impôts de 60 milliards. Un des éléments importants, c'est ce qu'on appelle cette fameuse flat tax, c'est-à-dire les gens qui achètent des actions, qui sortent de bourse et qui payent sur les rendements sur ce qu'ils ont gagné en bourse. Il y a un seuil supérieur qui ne peut pas dépasser 30%. Dont 17,2% de social, ça on n'y touche pas, mais la part financière n'est que de 12,8%. Avant Emmanuel Macron, elle était de 21%. Donc on voit bien qu'il y a une marge de plus de 8-9%. Pourquoi ne pas réaugmenter cette flat tax? Ça rapporterait beaucoup d'argent, juste de revenir à la situation antérieure. Et puis pour terminer rapidement, il y a ce réservoir d'exonération fiscale, de charges sociales, pour les entreprises, dont on sait qu'il est absolument considérable. Et une part de ce réservoir, et quand vous avez parlé avec Patrick Martin, le patron du MEDEF, il est d'accord, n'a pas de conditionnalité. C'est-à-dire qu'il y a 88 milliards d'euros d'exonération de charges sociales des entreprises qui leur sont accordées sans création d'emplois à la clé, sans obligation de recherche, sans conditionnalité. Donc vous nous dites, c'était un peu technique, mais c'était important de préciser que cette taxe Zucman. C'est une revendication plus politique que syndicale, ça, d'après vous? Alors je ne sais pas, puisqu'en fait, derrière cette taxe Zucman, il y a quand même la répartition d'un certain nombre d'aides aux entreprises dont on a parlé. Je pense qu'il faut se souvenir, pour comprendre dans la situation dans laquelle on est, de cette espèce de victoire un peu idéologique. Alors on ne sait pas si ça va être temporaire ou si ça va avoir une plus longue séquence, mais il y a le rapport parlementaire qui a quand même fait beaucoup parler et qui, je pense... Le rapport sénatorial sur les aides aux entreprises. Public aux entreprises, les 211 milliards je pense que l'on a vu pas mal dans la rue aussi. Absolument. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce rapport qui a été quand même épique d'une certaine manière. Pas simplement le rapport final, mais toutes les auditions où on découvrait finalement un peu ébahi que des gens de Bercy n'avaient pas de fichier Excel pour savoir pas combien on donne aux les aides. C'est non seulement qu'il n'y a pas de à quoi elles servent en fait. Pas de contrepartie. Déjà, combien? Pour avoir le chiffre, ça a déjà été, les sénateurs l'ont suffisamment raconté, notamment sur ce plateau, ça a déjà été très compliqué d'arriver à ce chiffre de 211 millions. Donc, dans ce contexte-là, quand on vient vous dire, écoutez, on ne va pas toucher sur ces recettes-là, sur ces ressources-là, puisque, en fait, sans justification, puisqu'en fait, finalement, on ne sait pas à quoi servent ces aides, puisqu'il n'y a pas ni de contrôle, ni de contrepartie. Donc, forcément, ça joue beaucoup sur les travailleurs, à qui on va faire peser, en fait, le coût de la dette en cours, avec un sentiment de dire, c'est toujours les mêmes qui payent d'une certaine manière. Donc effectivement, c'est une question éminemment politique, mais avec des répercussions directement sur les travailleuses et les travailleurs, qui est pas sans conséquence en fait dans la conscience syndicale. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Maxime Kijou, Gilet bleu, c'est aux éditions Raison d'agir, et Bruno Cotresse, Le vote sans issue, chroniques électorales 2024 aux presses universitaires de Grenoble. Valérie, on vous lit sur le site lejournal.info. À bientôt sur Public Sénat.